Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Il est 8h32 sur studiokalita.com, il est 7h32 à Paris. Je vous remercie de vous être levé si tôt pour répondre à nos questions ce matin, en cette matinée tout à fait particulière, à l'occasion donc bien entendu de la visite en Israël du président américain Donald Trump, une visite qui doit débuter vers midi. Nous avons fourni d'ores et déjà le détail le programme qui a été maintes fois modifié de cette visite. Mais avec vous, je rappelle que vous êtes, si c'était nécessaire de le rappeler, que vous êtes écrivain, que vous êtes ancien rédacteur en chef du journal Valeurs Actuelles et que vous êtes un éminent expert en matière de relations entre Israël et les États-Unis et même en matière de politique américaine. Alors, justement, Michel, avant de parler de la visite de Donald Trump en Israël, il faut revenir sur son passage en Arabie Saoudite et peut-être même avant aussi sur ses problèmes internes. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que Donald Trump à travers sa visite en Arabie Saoudite, quelque peu effacé, on va dire, l'atmosphère très lourde, pesante qui l'a accompagné au cours de la semaine dernière, en particulier autour de cette affaire liée au limogeage de James Comey et de l'enquête qui a été ouverte par Robert Mueller. Est-ce que finalement, les 400 milliards de dollars que les États-Unis vont recevoir de l'Arabie Saoudite estompe quelque peu l'image très mauvaise qu'a Donald Trump actuellement aux États-Unis, à votre avis? Écoutez, je dirais que premièrement, le discours qu'a prononcé euh, Donald Trump à Riyad est un discours absolument extraordinaire, extrêmement courageux politiquement, d'une hauteur de vue et d'une force politique extraordinaire. Et je ne vois pas comment ce discours ne va pas rehausser considérablement la stature de Donald Trump, comment son image, non seulement de président régulièrement élu et légalement et constitutionnellement installé à la Maison-Blanche, mais son image d'homme d'État ne va pas être incroyablement améliorée. Cela dit, je regarde les premières réactions de la presse américaine et je constate que les milieux qui étaient hostiles à Donald Trump avant le voyage en Arabie Saoudite continuent à lui être hostiles et on peut lire dans la presse américaine, on peut enregistrer des réactions extrêmement négatives à la suite de ses premiers propos en Arabie Saoudite et de son attitude en Arabie Saoudite. Donc la crise intérieure américaine n'est pas terminée. Oui, la crise intérieure n'est pas terminée, mais la semaine dernière, il faut bien avouer qu'après toutes les bévues de Donald Trump, les secrets qu'il a dévoilés à Sergei Lavrov, on avait un peu le sentiment que même les républicains seraient prêts à le lâcher le moment venu. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, parce que s'il y a une procédure d'impeachment, il a besoin... Voilà. Là-dessus aussi, il faut être aussi précis que possible et savoir de quoi l'on parle. C'est vrai qu'il y a une crise politique aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une nomination ce qu'on appelle un procureur spécial, c'est-à-dire un enquêteur spécial sur ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire le président Trump. Mais je constate simplement que la sénatrice de Californie, Dianne Feinstein, qui est un petit peu l'image tutélaire au Sénat de ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis. Les libéraux aux États-Unis, c'est la gauche aux États-Unis. Personne n'a plus d'autorité et de prestige en tant que personnalité politique libérale, c'est-à-dire de la gauche démocrate aux États-Unis que Dianne Feinstein. Or, interrogé il y a 48 heures sur ce que l'on appelle l'affaire des liens entre Trump et la Russie, puisque c'est cela qui est au cœur de la crise politique actuelle, elle déclare que, pour l'instant, il n'y a rien
dans le dossier de tangible, de concret. Donc, c'est très important d'entendre une réaction. On est loin de l'impeachment dont on a parlé un petit peu la semaine dernière. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que la première partie, la première étape de ce périple de Donald Trump dans la région, en Arabie Saoudite, on peut parler de véritable succès, de tournant dans les relations entre les États-Unis et ces pays arabo-musulmans modérés, sunnites. Les pays arabo-musulmans sunnites, que l'on peut qualifier de modérés, mais tout est relatif au Moyen-Orient, bien entendu. Ces pays ont eu le sentiment d'une véritable trahison de la part des États-Unis sous Obama, en particulier au cours des 3 dernières années de la présidence Obama. Ils ont eu vraiment le sentiment d'avoir été trahis et abandonnés par les États-Unis au profit de l'Iran et aussi étrangement à propos de la Russie. On attaque Trump sur ses liens supposés avec la Russie, mais il y a tout de même un dossier brûlant à ouvrir et qui est présent à l'esprit de tout le monde au Moyen-Orient, c'est les liens que Obama a pu entretenir avec la Russie, puisque en fait, Obama s'est retiré devant les Russes au Moyen-Orient pour des raisons qui n'ont jamais été sujettes à investigation et à études approfondies. Ces pays, donc, avaient le sentiment d'être abandonnés par les États-Unis. Trump leur a dit non, nous ne vous abandonnons pas, nous sommes vos amis, nous sommes vos alliés. Mais nous sommes vos amis et vos alliés, et c'est ça ce qui est tout à fait spectaculaire dans le discours de Riyad, nous sommes vos amis et vos alliés dans la perspective d'une paix qui passera par l'élimination totale du terrorisme et, il faut bien le dire, de l'extrémisme religieux dans la région. Contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes ont pu dire, Trump n'a fait aucune concession sur l'essentiel en s'adressant aux leaders du monde arabe et musulman. Il a parlé de l'islam radical, il a parlé de l'islam intégriste. Tout cela a été dit. Il a dit, et il faut se représenter les choses, nous sommes à Riyad, nous sommes au cœur d'une monarchie absolue wahhabite, au moins en théorie. Nous sommes devant les 50 dirigeants du monde arabo-musulman. Et nous avons un président des États-Unis qui est en train, au moment où il va dire que la source du mal se trouve en Iran, il accuse notamment comme preuve de la nocivité de l'Iran, il dit que l'Iran veut détruire Israël. Il parle à des gens qui, pour beaucoup, continue officiellement à dire qu'Israël n'existe pas, ne doit pas exister, n'est pas un pays légitime. C'est tout à fait extraordinaire. Par ailleurs, il a énuméré un certain nombre d'acteurs du terrorisme, et parmi les acteurs du terrorisme qu'il a nommé explicitement dans le but de demander au monde arabe ou musulman modéré de les combattre, il y a le Hamas et le Hezbollah. C'est tout à fait énorme. C'est tout à fait énorme et sans précédent. Et les Saoudiens ont applaudi et l'ont accueilli avec des marques d'honneur qui sont tout à fait même stupéfiantes. La présence des femmes, on va dire des entraves à des règles extrêmement rigides du royaume saoudien. Il y a eu un ballet soigneusement organisé entre les Américains et les Saoudiens, dans lequel les Américains ont fait un certain nombre de concessions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attaqué frontalement un certain nombre de valeurs auxquelles les Saoudiens tiennent, mais en même temps, ils ont démontré qu'ils n'étaient pas prêts à faire des concessions sur les valeurs qui leur paraissent essentielles. Et donc, c'est une scène extraordinaire que de voir la femme du président américain
habillé de manière évidemment très décente, mais ne couvrant pas sa tête et étant tout simplement présente, et d'avoir également la fille du président américain se tenant habillé et se tenant de la même façon, et son gendre juif et juif orthodoxe. Donc tout cela est très impressionnant. Alors d'accord. Alors tout cela donc rehausse le prestige apparemment de Donald Trump à quelques heures de son arrivée en Israël. Alors comment Donald Trump doit-il, à votre avis, manœuvrer pour, on va dire, exploiter, on va dire, faire fructifier, on va dire, ce nouveau prestige et le concrétiser, on va dire, en Israël pour, je ne sais pas, relancer les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Comment doit-il, à votre avis, réagir? Parce que en Israël, il faut bien l'avouer, Michel, on a un sentiment un certain malaise face à tous les changements qui sont intervenus dans le programme de la visite de Donald Trump, face au fait qu'il est, face aux incidents autour du statut du mur occidental, le fait qu'il n'ait pas autorisé, qu'il n'ait pas donné la possibilité à Benyamin Netanyahou de l'accompagner au Kotel. Tout cela laisse un goût quelque peu amer à l'approche donc de l'arrivée du président américain. Comment doit-il négocier pour essayer de satisfaire pleinement des Israéliens qui, même à droite, semblent de plus en plus circonspects, de plus en plus prudents à son égard? Je me bornerai d'abord à faire une remarque générale, c'est que la visite de Trump et son projet en quelque sorte, de tout remettre à zéro dans la région et d'envisager une sorte de grand accord réunissant les Arabes et musulmans modérés et les Israéliens, tout cela n'arrive pas du jour au lendemain. Cela fait maintenant plusieurs années que l'on parle d'un rapprochement important entre Israël et un certain nombre de pays arabes, en particulier l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, rapprochement qui reposerait sur deux points importants. Le premier, c'est tout simplement une convergence d'intérêts stratégiques face à la menace iranienne. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose quand même de nouveau et très intéressant, nous voyons dans les médias saoudiens, dans des déclarations d'un certain nombre de personnalités saoudiennes qui évidemment ne parlent pas sans l'accord de personnes importantes derrière elles, nous avons l'évocation d'une coopération qui pourrait être d'ordre économique, d'ordre technologique, voire même d'ordre sociétal entre le monde arabe et Israël. Tout cela est une réalité d'arrière-plan extrêmement importante depuis plusieurs années. Rappelez-vous quand même qu'il y a quelques jours, lorsque les pays du Golfe ont fait des déclarations tendant à dire si Israël fait un certain nombre de gestes importants sur la question palestinienne, nous allons normaliser nos relations avec Israël. Il y a eu beaucoup de gens en Israël, y compris dans la gauche israélienne, qui ont applaudi. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans quelque chose de Ce qui veut dire, Michel, si je ne me trompe pas, c'est que finalement, l'approche de Benyamin Netanyahou, cette approche qu'il répète depuis au moins un an, presque 2 ans, selon laquelle le conflit israélo-palestinien ne sera réglé que dans un cadre régional, une redéfinition des relations régionales entre Israël et le reste de ses voisins, eh bien, c'est une idée qui est en train de s'imposer, de se concrétiser, et Donald Trump est en train de la conforter, de la construire. Absolument. C'est tout à fait cela. Donc maintenant, ensuite, on entre dans les modalités
et là, on entre dans beaucoup de choses extrêmement complexes. Revenons sur la journée. Est encore née, commence à peine. Oui. L'arrivée du président en Israël, c'est dans quelques heures. Mais le fait que le président, même à titre privé, va se rendre au Kotel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a jamais eu de président des États-Unis en exercice qui se soit rendu au Kotel. Alors on dit c'est une visite privée, mais la réalité, ce qui reste, ça va être l'image du président des États-Unis au Kotel. Rappelez-vous, essayons quand même de voir dans quel contexte tout ceci se passe. Tout ceci se passe dans le contexte où une partie importante du monde musulman nie tout simplement que le Kotel soit un lieu saint du judaïsme ou un lieu saint de la tradition biblique. Nous sommes dans un contexte où des organisations internationales comme l'UNESCO souscrivent en fait à ces déclarations musulmanes ou arabes. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, la visite du président au Kotel, même privée, est une visite qui a un poids tout à fait considérable. Alors, que doit faire, si vous étiez Binyamin Netanyahou, chose difficile à imaginer, il faut le dire, Michel, mais si vous étiez à la place du Premier ministre, comment réagiriez-vous face à des déclarations, face à des gestes, des déclarations de Donald Trump? Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a d'ores et déjà pris des mesures qui sont des formes, des gestes de bonne volonté qui veulent prouver à Donald Trump la volonté du gouvernement israélien d'aller de l'avant, d'essayer de relancer le processus de paix. Comment vous réagiriez face à Donald Trump aujourd'hui? D'abord, si vous me permettez une remarque personnelle, les hommes politiques qui souhaitent exercer les fonctions de Premier ministre en Israël devraient y réfléchir à 2 reprises. Je ne crois pas qu'il y ait de métier dans le monde plus difficile et plus lourd que celui d'être Premier ministre d'Israël. Qu'il s'agisse de Netanyahou ou de quelqu'un d'autre, c'est vraiment une responsabilité qui est tout à fait écrasante. Je pense, je me trompe peut-être, mais je suppose qu'il y a beaucoup d'accords préalables entre Netanyahou et Trump sur cette visite. Il y a des modalités pratiques extrêmement complexes. Le président Trump, précisément à cause de la crise politique qu'il traverse actuellement aux États-Unis, est probablement beaucoup plus contraint d'accepter un certain nombre de restrictions que lui impose le département d'État, que lui imposent les professionnels de la diplomatie et de la stratégie américaine. Mais fondamentalement, je crois qu'il y a nous avons là quelqu'un qui a décidé de revenir au Moyen-Orient. Il a décidé que les États-Unis, contrairement à ce qu'avait fait Obama, ne peuvent pas abandonner le Moyen-Orient. Et il a décidé de revenir au Moyen-Orient en disant aux Arabes que Israël fait partie de leur région et qu'il faut travailler notamment avec Israël. Et ceci est un changement total de discours. Ceci est une nouveauté absolue dans l'approche diplomatique des États-Unis. Le reste, il y a encore une fois beaucoup de choses qui sont à éclaircir. Il y aura beaucoup de conflits. Il y aura beaucoup de conflits entre les exécutants américains qui n'ont pas nécessairement la philosophie du président et qui certainement, encore une fois, utilisent actuellement les difficultés politiques du président pour imposer leur point de vue. Mais je crois qu'il y a des possibilités pour une nouvelle donne extrêmement importante dans la région.
Et Binyamin Netanyahou, on parlait du Premier ministre israélien au cours des... est-ce que vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou doit faire un geste, ou alors que finalement, on peut dire que au cours des derniers mois, Binyamin Netanyahou est allé en direction du président américain. Il a accepté de se restreindre dans la construction des implantations. Il a hier, avec son cabinet restreint, donc accepté des mesures économiques qui favorisent les Palestiniens, alors que de l'autre côté, du côté de Mahmoud Abbas, eh bien, on n'a pas véritablement le sentiment de gestes concrets. On sait que les Américains auraient bien voulu que les Palestiniens cessent de verser les salaires aux terroristes qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Ça ne s'est pas fait. On a le sentiment que Trump accorde des réductions, on va dire, aux Palestiniens en se contentant d'une sorte de sémantique dont on connaît le peu de valeur de la part de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas a accepté de ne plus faire de conditions préalables pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Ça a apparemment suffi à séduire Donald Trump. Vous n'avez pas l'impression que le président n'a pas encore véritablement compris la complexité de ce dossier? Le président américain a fait un choix stratégique concernant le monde et le mouvement palestinien. Son choix stratégique actuellement, c'est de prendre le parti de Abbas contre le Hamas. On peut, encore une fois, avoir toutes sortes de visions sur les stratégies à appliquer, à adopter face aux organisations palestiniennes, mais choisir Abbas, c'est, dans le contexte actuel, attaquer le Hamas. Et le président américain a attaqué le Hamas puisqu'il a désigné explicitement le Hamas comme le Hezbollah comme faisant partie de ces terroristes du Moyen-Orient que le monde islamique doit totalement combattre, exclure et anéantir. Il faut aussi se rappeler qu'il y a actuellement dans la diplomatie mondiale et en particulier dans la diplomatie occidentale, européenne, un mouvement puissant pour en fait reconnaître le Hamas et pour aller jusqu'à prétendre que le Hamas vient de reconnaître Israël en réalité dans ses frontières de 1967. Contre ce véritable danger politique, diplomatique et stratégique que représenterait une reconnaissance et une sorte de blanchiment du Hamas, le président Trump a pris une position radicalement différente. Il fait crédit à Abbas et il attaque le Hamas. Alors, que diriez-vous, Michel, aux leaders de la droite, on va dire nationaliste israélienne, des gens comme Naftali Bennett, qui, au début du mandat de Donald Trump, pensaient que celui-ci accepterait de signer sans problème une annexion, même partielle, de la Judée et de la Samarie par Israël, qu'il transférerait l'ambassade des États-Unis, et qui finalement est en train d'adopter une sorte de position plus pragmatique, avec une certaine stratégie, comme vous nous l'expliquez, mais qui ne correspond pas véritablement aux attentes de la droite israélienne. Qu'est-ce que vous leur répondriez à Bennett? Je dirais simplement que il ne faut pas confondre les dossiers et il ne faut pas confondre les stratégies et la signification des différentes stratégies. Je pense que si la droite israélienne ou si certains dans la droite israélienne ont pu croire que l'élection de Trump se traduirait immédiatement par la possibilité pour Israël d'annoncer l'annexion de la Cisjordanie ou au moins de la zone C, si donc encore une fois certains ont eu cette analyse, ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que jamais cela n'a été envisagé par personne dans l'entourage de Trump ni par Trump lui-même. Si en revanche on parie sur une
une administration américaine, sur un président américain qui va être profondément proche d'Israël et qui va en fait admettre le bien fondé, la légitimité d'un très grand nombre de revendications israéliennes, je crois que sur ce plan-là, jusqu'à présent, on a toute raison de faire confiance à Trump, et son discours de Riyad, en tout cas, a renforcé, doit renforcer ce sentiment. La question de l'ambassade aux États-Unis, des États-Unis à Jérusalem est une question particulièrement complexe. Trump n'a pas dit pour l'instant qu'il ne déplacera pas l'ambassade. Simplement, pour l'instant, il ne s'agit pas de faire un transfert immédiat. Mais c'est une question difficile, complexe. Le fait que le président des États-Unis, à titre privé, mais en tant que président des États-Unis, se rende tout de même au Kotel, c'est une rupture absolue avec ce qu'était la politique, la doctrine du département d'État, de la diplomatie américaine sur Jérusalem. C'est quelque chose de très important. Et croyez-moi, les gestes et les images ont plus d'importance que les interprétations politiques ou les traités. Rappelez-vous les accords d'Oslo. Dans les accords d'Oslo, ce qui a compté, ça a été la poignée de main entre Arafat et Rabin, qui a été interprétée dans le monde entier comme en fait une quasi-capitulation de Rabin devant Arafat. C'est ça qui est resté dans l'esprit des gens. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une légitimité pour l'OLP et le mouvement palestinien. Ce n'est pas le détail concret des accords d'Oslo. Donc vous restez persuadé que Donald Trump dispose de certaines clés que ses prédécesseurs n'avaient pas, qui vont permettre peut-être de régler un conflit qui semblait ingérable ? Je suis persuadé que la situation aujourd'hui a si profondément changé au Moyen-Orient que tout est possible. Je suis persuadé que Donald Trump, j'en suis persuadé parce que Donald Trump avait fait des allusions répétées à cela dès qu'il a été candidat à la présidence des États-Unis. Donc je suis persuadé que Donald Trump a l'ambition de faire quelque chose de très général dans la région et de régler beaucoup de problèmes à travers une approche très régionale. Je suis persuadé que le Premier ministre Netanyahou le sait et que sur ce plan, il y a convergence entre Trump et Netanyahou. Je suis persuadé que, quel que soit encore une fois, le détail de ce que va proposer ou ne pas proposer Trump aujourd'hui, nous sommes avec un président, avec une administration, en tout cas avec un président qui foncièrement a une approche favorable à l'égard d'Israël, beaucoup plus favorable que beaucoup de ses prédécesseurs en fait. Eh bien, Michel Gurfinkel, je vous remercie de nous avoir vraiment éclairé avec vos compétences et votre expérience en matière de décryptage de ce qui se passe aux États-Unis, de la relation entre Israël et les États-Unis, à quelques heures donc de l'arrivée de Donald Trump ici en Israël. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et que vous êtes un expert justement en matière de relations israélo-américaines. Merci d'avoir été avec nous pour expliquer, poser, on va dire, les jalons de cette visite du président américain ici en Israël. Shalom et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin. Il est 9h02. Nous avons longuement dialogué avec Michel Gurfinkel. C'est la fin de cette heure d'actualité consacrée, comme vous l'avez remarqué, bien entendu, à la visite du président américain Donald Trump en Israël. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Vous retrouvez la suite des programmes sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Shalom, Boker Tov.